Alors, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine débute sous le signe du froid encore, mais moi je suis une fille d'hiver, donc ça va. Je m'en porte bien. Et sous le signe de, une nouvelle semaine de lecture que je ne sais pas trop quelle direction elle va prendre. En fait, dans le dernier vlog, comme vous avez pu le constater, j'étais en mode lecture audio de policier. Cette semaine, est-ce que ça va se maintenir? Je vous dirais que ce qui sème un peu ce qui fait un peu germer des idées, c'est bien entendu le défi que Alex Bouquet-Prada a mis pour je pense que c'est la 4e année, le fameux Février Tapal, donc qui est un petit peu un défi lecture qui est dans le modèle un peu de ce que propose le Souffle des mots, c'est-à-dire pendant le mois de février, de faire un petit effort pour faire descendre la pile à lire en lisant des livres qui sont très courts. Chacune des booktubers ont des propositions différentes. Le Souffle des mots l'avait commencé depuis plusieurs années. C'était simplement vraiment de faire descendre la pile en mettant des lectures très courtes. Puis Alex Bouquet-Prada s'en inspire ouvertement en proposant des petites contraintes de plus pour donner un petit peu plus envie de se lancer là-dedans. Donc, ça me dirait peut-être de tenter le coup dans le sens où, bon, j'ai déjà le Cold Winter Challenge. Mais pourquoi pas, peut-être que je prévois si je peux pas modifier ma fameuse liste pour essayer d'y inclure justement des courts livres. J'en ai beaucoup des livres courts à la maison que j'avais acquis en me disant c'est bon, je vais les lire rapidement. Et puis finalement, je les lis pas plus rapidement que les grosses briques. Alors, je vais voir, là, je vais pas me rajouter de la pression, mais ça me tenterait peut-être quand même de tenter le coup, donc on verra. Ça se pourrait même que pendant que vous, entre-temps, quand vous allez voir ce vlog-ci, il y a eu peut-être même une petite vidéo sur Février Tapal que j'aurais potentiellement faite, mais comme tout se fait un peu dans le désordre, vive les joies du tournage, eh bien, je sais pas encore si je vais le faire ou pas, mais bref, que je fasse une vidéo ou pas, ça m'intrigue quand même. Alors, on verra bien. Et puis sinon, ben, ça reste quand même que ce sera le second mois du fameux Read Christie 2023. Donc, on va apprendre tout bientôt la nouvelle contrainte pour le mois de février. Je crois que le mois de janvier, c'était un motif. Donc, j'imagine que l'autre, ça va être un objet contondant. En fait, je vais le dire, une arme du crime. Donc, je pourrais toujours aller voir la petite vignette pour me donner une idée, mais je vais attendre de voir quelle est la lecture qu'il propose parce que je crois que cette année, j'avais quand même envie de suivre pas mal les lectures qu'il proposait. Ça donnait bien, c'est des livres que j'avais potentiellement à la maison. Il y avait quand même pas mal de Miss Marple que je voulais relire pour voir si pour essayer de les percevoir autrement que seulement par ma mémoire des adaptations télévisuelles qui était plus fraîche que ma mémoire de ma première lecture qui était quand j'étais plus jeune. Donc, on verra bien, mais bref, ça va ressembler à ça, mais sinon, ça peut prendre un tout autre tournant. Hein? Vous me connaissez quand même. Alors, on verra bien, mais je vous tiens au courant comme d'habitude. Alors, on va se dire traditionnellement à nos livres et allons-y! Eh bien, bonjour! Alors, un petit coucou rapide en éclairage type soir avec les jeux rouges du froid du dehors parce que je me suis dépêchée pour aller chercher une autre boîte au bureau de poste. Donc, oui, c'est la dernière parce qu'après ça, je tombe de toute façon en aubaine avec le projet Février Tapal d'Alex Bouquet-Prada. Et de toute façon, c'est dans mes convictions, là, vous le savez, c'est juste une petite exception. Alors, attention, premier avertissement pour les oreilles, j'ouvre ça. Je vais arrêter de parler pendant parce qu'à chaque fois, je vous parle pendant. Encore 2 petits coups. Et voilà. Alors, c'était sans surprise
l'avant-dernier de la fameuse série des Miss Marple que j'ai ici à l'arrière. Donc, c'est le fameux, oui, quand même allumé encore une fois, le fameux 450 from Paddington, qui est un des Miss Marple préférés. Donc, ben voilà, je peux pas m'empêcher de le commander. Puis, il va m'en rester seulement un, c'est A Caribbean Mystery, mais je le trouve pas, donc c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas mon Miss Marple préféré, mais je suis bien contente d'avoir cette collection-là. Et ça a donné comme ça parce que je l'ai vu passer chez Flow Books. Puis, je l'avais jamais trouvé sur ce site de vente en ligne-là, qui n'est pas Amazon d'ailleurs, pour info. Et puis, j'avais vraiment envie de le lire. Je l'avais même trouvé en numérique. Puis, j'ai vu qu'il était là. Je pense qu'il y avait juste une copie. Donc, c'est, désolée pour le ring light. Donc, Virginia Woolf, A Writer's Diary. Puis, en fait, ce sont des extraits de son journal. Et c'est comme difficile à trouver maintenant, cette version-là. Puis je trouvais vraiment que ça avait l'air intéressant. J'ai lu un peu de Virginia Woolf, puis ça m'intéressait vraiment d'avoir un petit peu plus un plongeon dans ses pensées. C'est une édition qui est assez dense, d'après ce que je peux voir, là, comme vous pouvez voir. C'est pas très aéré, mais j'étais bien contente de l'avoir en papier. De toute façon, je l'ai en numérique au pire aller. Mais bref, voilà. Donc ça, c'était mes deux petits achats du jour. Et sinon, j'ai finalement entamé une nouvelle lecture audio parce que j'allais marcher, donc j'avais pas le choix. Et j'ai décidé, bon, là, je vais sans doute faire le février tapal d'Alex Bouquin en même temps que le petite lecture de Le souffle des mots. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo pour ça, mais j'ai comme commencé à l'avance parce que là, j'ai eu un flash que j'avais ce livre-là depuis super longtemps dans ma palle et pourtant j'ai tout lu les autres de cette autrice-là. Donc, c'est Kim Thuy, l'autrice, et c'est son plus récent, donc M. Et ça faisait longtemps que je l'avais demandé en cadeau, je l'ai eu, puis je l'ai comme laissé dormir là, alors que c'est une toute petite plaquette qui s'inscrit parfaitement dans les février tapal, qui fait 150 pages, et je l'ai trouvé en audio lu par une comédienne québécoise, Maud Landry, donc ça me tentait bien. Je l'ai commencé. À mon avis, je vais le terminer avant le début même de février tapal, mais c'est pas grave, je vais l'inclure pareil. Et ça fait partie des largesses que je vais me permettre parce que c'est définitivement un petit opuscule et l'idée, c'est juste que j'en lise le plus possible et que je garde le plaisir au menu. Donc celui-là, par contre, plaisir, oui, concernant l'écriture, mais c'est sûr que c'est quand même assez rude. Donc je voulais la quatrième parce qu'elle n'est pas très longue. Donc c'est M, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons de manucure aux orphelins de l'opération Baby Lift qui a évacué des enfants de Saigon en 1975. M, c'est celle qui aime. Puis Kim Thuy est vraiment connue pour ses récits qui sont toujours morcelés. Encore là, c'est vraiment des courts chapitres. On a toujours des points de vue différents. Elle va faire référence à l'histoire. C'est quand même une Vietnamienne qui a immigré avec les Boat People, dans le fond, au Québec, avec ses parents. Et elle sait décrire... ben, je sais pas comment dire, mais autant l'humanité à travers l'horreur de l'humanité. Donc, c'est toujours par petites touches. Ça veut pas dire nécessairement qu'on occulte justement les choses qui sont terribles, sauf qu'elle sait comment en parler. Elle s'attarde pas dessus, mais ça nous laisse en fait le temps de compléter la suite. Donc, jusqu'à maintenant, c'est assez troublant. Je suis déjà rendue à 20%. Et puis, on semble vouloir y suivre... justement, les gens qui sont dans des plantations de caoutchouc, ça va être un colon français qui est allé au Vietnam, qui s'occupe d'une plantation, qui va finalement tomber en amour avec une ouvrière qui s'appelle Tam, je crois. Non, pas Tam, Mai, ouais, qui s'appelle Mai. Et de leur union improbable va naître Tam. Et ensuite, malheureusement, la guerre va arriver, la guerre en général, donc au Vietnam. Et Tam va se retrouver orpheline et va s'en suivre une vie qu'elle va passer à Saigon avec sa nourrice. Donc, je ne sais pas pour la suite des choses, mais on fait comme de bon en bon, de génération en génération. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas du tout issue de la plume, puis je vais vous en parler de toute façon au fur et à mesure que ça va avancer. Là, je l'ai écouté en audio parce que j'allais marcher, mais c'est vraiment des livres absolument que j'aime beaucoup lire en papier parce qu'elle a vraiment une belle plume. Mais bon, là, vu que j'ai hâte des déplacements à faire, c'est possible que je le termine dans le fond demain en audio. Je vais voir ce que je vais faire. Mais juste pour vous montrer celui-là, il y avait vraiment eu un petit travail. Moi, j'avais pas l'édition avec le fil. Et, ils avaient, elle et ses enfants et sa mère avaient décidé d'inclure un vrai fil, en fait, sur la couverture pour montrer, en fait, j'imagine le fil qui lie tous les gens. Puis dans
dans les pages, à certains moments, on retrouve justement des fils, en fait, l'impression d'un fil qui se promène, un peu comme pour faire le lien. Par exemple, celui-ci. Alors voilà, donc je suis dans celui-ci, donc M de qui me suit, qui dit littérature québécoise et qui évoque les horreurs en fait de la guerre et de l'esclavage, mais en même temps avec le côté, comme je vous disais, humain des choses. Donc, ben, écoutez, je vous refais un petit coucou dès que je peux, puis ben, je vous dis à tout de suite! Eh bien, bonsoir. Alors, je fais un petit coucou parce que j'ai terminé tout juste, en fait, le très remuant M de qui me suit dont je vous parlais. J'ai finalement, j'ai lu quelques pages en livre papier, mais le restant, je l'ai écouté en livre audio. C'était la version, là, je vais vous mettre, en fait, c'est la version qui est lue par Maud Landry, mais également des bouts par qui me suit. Et écoutez, je ne sais pas comment vous parler de cette histoire-là. C'est très troublant. On va, en fait, je crois que la quatrième est vraiment, celle que je vous avais lue, c'est vraiment la meilleure façon de l'aborder. Donc, c'est dit sur la quatrième que c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons de manucure aux orphelins de l'opération Baby Lift qui a évacué des enfants de Saigon en 1975. Donc, je vous avais parlé un peu de comment ça commençait. On suivait, dans le fond, un couple improbable entre un Français qui dirigeait une plantation de caoutchouc ainsi qu'une ouvrière, qui est une ouvrière vietnamienne, et qui vont devenir un couple un peu improbable duquel un enfant va naître, Tam. Et ensuite va s'enchaîner la guerre, en fait, la guerre du Vietnam, avec toutes ses horreurs, avec toutes ses incompréhensions, avec tous ces participants de l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur, dans le fond, au sein même du pays, toutes ces exactions. Donc, oui, bien sûr, la violence, mais surtout la violence sous toutes ses formes, la violence, les viols, les bombes, mais également la grosse horreur de l'agent orange, parce qu'en fait, au Vietnam, une des stratégies militaires, c'était de complètement affamer, en fait, dans le fond, les gens les soldats qui étaient sur le terrain, qui étaient convoités. Pour ce faire, ils envoyaient, en fait, des herbicides puissants pour complètement tuer la végétation. Donc, ils essayaient de tuer le riz aussi et tout ça. Puis ça n'a pas réussi. Puis à la fin, il y a d'ailleurs un chapitre très court là-dessus qui s'appelle Arc-en-ciel, qui est terrible comme chapitre. Parce que bien évidemment, c'est des herbicides, donc ça n'a pas juste tué la végétation, ça a également affecté les populations, mais ça a aussi affecté les soldats qui le répandaient sur ordre des stratèges militaires. Donc ça, c'est un pan, mais je ne sais pas comment dire, comme avec qui me suit, le terrible, l'impardonnable, le lancinant côtoie l'espoir, l'humain, en miettes, en bribes. C'est toujours encore le principe des bribes. Il y a des fois des chapitres qui font, la plupart du temps, ils font une page, mais il y a aussi, comme par exemple celui-ci, il y en a un qui fait cette section-là ici. D'ailleurs, cette partie-là, c'était une section sur le fait que Hugh Hefner, celui qui a fondé Playboy, avait mis à la disposition du projet Baby Lift, qui était l'espèce de projet de sauvetage des orphelins, en fait, qui étaient comme un peu issus de la guerre. Dans le fond, il a mis un de ses jets privés dans le fond, à disposition pour aider. Et puis qu'il a comme d'ailleurs confié, mais je sais pas, dans le fond, ses bunnies étaient comme mobilisés également pour aider. Donc ça, c'est comme une collection de faits racontés un peu mis bout à bout. Puis en fait, c'est vraiment l'idée du fil, donc le fil qui relie, puis le fil de la toile ici. Donc, à la fin, l'autrice explique qu'elle aurait bien aimé ça, pouvoir offrir
une histoire bien tissée, mais qu'en fait, c'est pas elle qui contrôlait, puis que, dans le fond, cette guerre-là, c'était aussi l'histoire de quelque chose qui a été détissé, mais c'est pas nécessairement sans espoir. Je sais pas trop comment vous en parler autrement, mais c'est excellent. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas, c'est dur de dire qu'on a un coup de cœur pour un livre qui est aussi terrible, en fait, qui rencontre une situation aussi terrible que celle-là. Mais je pense que je pense que tout le monde devrait lire ce livre-là. C'est un point de vue sur la guerre qui est très troublant, mais qui est nécessaire, à mon avis. C'est tellement humain en même temps, parce qu'en fait, on va pas juste voir non plus un côté. Bien sûr qu'on va voir l'impact beaucoup sur le Vietnam, mais on va également voir toutes les parties qui ont été impliquées, puis sans nécessairement banaliser, mais oui, certains soldats américains qui ont été impliqués ont été complètement dévastés. Oui, il y a des enfants qui sont nés des exactions qui se sont faites, que ce soit la prostitution ou les viols, mais je veux dire, ces enfants-là ont quand même existé, puis il a fallu qu'ils se fassent une vie avec ça, puis l'impact de ces fameux herbicides-là, bien, ça a peut-être eu des impacts sur des générations, puis je connaissais quand même un peu de la guerre du Vietnam, mais à chaque fois que j'en apprends plus, comme là, c'est vraiment du point de vue de l'intérieur, puis c'est tellement fait avec finesse, comme d'habitude avec Kim Sui, donc c'est peut-être pas cohérent, mais c'est pas grave. Donc, bref, c'est pas nécessairement ce que j'ai appeler un coup de cœur, parce que c'est dur à dire, c'est un coup au cœur, mais définitivement, ne manquez pas ça. Ça a pris beaucoup de temps avant que je le lis. Je l'avais vraiment depuis longtemps dans ma pile à lire, puis je suis bien contente d'en avoir sorti. Et d'ailleurs, sur une note plus légère, sachez qu'aujourd'hui, lorsque je le termine, dans le fond, nous sommes le 31 janvier, heure du Québec, mais nous sommes le 1er février, heure de l'Europe. Et c'est en Europe que le défi Février tapal de Alex Bouquet-Danfrada est né. Donc, j'ai décidé que c'était officiellement admissible au Février tapal parce que, en plus d'être un opus remuant, c'est un livre qui fait 149 pages. Et je vous dirais que, heureusement, je suis pas sûre qu'on soit capable de prendre plus que ça. Mais là, j'ai l'air de vous dire ça comme si c'était... C'est pas terrible à chaque mot, mais c'est aussi qu'est-ce qui est pas dit qui est terrible parce que dans le fond, on est obligé d'imaginer, en fait, de combler les trous dans la trame, dans le fond, qu'elle met, et que l'autrice essaie de tricoter et de détricoter. Puis c'est vraiment majeur. Donc, premier livre de Février tapal. Je voulais faire une pile à lire. Je ne sais pas si je vais en faire une peut-être tardivement en fin de semaine, mais peu importe. Je commence déjà à y contribuer. Donc, voilà. Ensuite, un peu difficile de passer à autre chose après, mais bon, j'étais en déplacement, donc il a quand même fallu que je me mette un petit livre audio parce que ben, j'ai un peu de difficulté maintenant à pas profiter du temps de déplacement pour lire en même temps. Et j'avais accès à la version audio d'un classique que j'ai pas lu. Oui, je sais, honte sur moi. J'ai jamais lu The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway. Et ça faisait longtemps que je voulais le lire. Je le lis dans ma pile à lire, bien sûr, depuis un bon bout de temps. C'est un classique. Ça fait 110 pages, je sais pas. Puis, ça fait longtemps que je veux le lire. Et j'ai eu la version audio qui est lue par nul autre que Donald Sutherland, qui est comme un de mes acteurs favoris, avec une voix vraiment radiophonique. Et ben voilà, je me suis laissée tenter. Donc, je suis en train, je l'ai tout juste amorcé. Et puis, c'est particulier, ça semble assez contemplatif. Je m'attendais à ça déjà. C'est bien parce que la transition n'est pas trop grande dans le sens où on n'est pas du tout dans le même sujet, mais c'est quand même un écrit contemplatif, donc je pense que le choc est moins grand. Donc voilà, c'est ma lecture en cours en ce moment, The Old Man and the Sea de Ernest Hemingway. Et avec cette petite taille, il va également en rentrer dans mon Février tapal. Et en même temps, je suis en train dans une phase où je découvre des classiques que j'avais depuis trop longtemps mis de côté sur mes tablettes. Alors, ben, écoute, on va en profiter. Le dernier vlog, c'était un vlog polar. Là, c'est un vlog, je sais pas trop, Inexplicables oubliés, peut-être, pour paraphraser Serge Bouchard, et bien sûr avec beaucoup moins d'adresses, mais pourquoi je les ai inexplicablement oubliés sur mes tablettes, je ne sais pas. Puis, ben, on verra bien. Si ça va être autant marquant pour moi, celui-ci, que le M de Kim Sui, mais je ne suis pas certaine. Petite note pour Kim Sui, je l'ai lu en version audio. Et je crois que j'aurais préféré le lire en version papier. Alors, si jamais vous avez accès à la version papier
et audio, je vous dirais, allez-y avec le papier, ça se lit super bien, c'est aéré, c'est des courts chapitres. Puis, j'ai déjà entendu des livres de Kim Thuy qui étaient lus par Kim Thuy elle-même, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Si jamais vous avez une chance de le faire, je pense que c'est sur audio qu'elle avait fait À toi, son espèce de livre correspondant, son livre épistolaire. Et puis, ça m'a vraiment marqué, c'était excellent. Et puis là, Maud Landry, j'adore cette actrice-là, mais j'ai eu l'impression que ça m'a fait un peu décrocher. Il y a comme énormément de mots en vietnamien, puis elle fait vraiment un super travail, mais on dirait que je sentais trop, j'aurais eu envie que la personne qui me le raconte, ce soit quelqu'un qui parle vietnamien, pas nécessairement qui me suit, puis pas nécessairement une personne d'origine vietnamienne, mais quelqu'un qui parle vietnamien, parce que c'est vraiment une façon de parler qui est vraiment différente. Puis là, dans ce cas-ci, il me semble que ça a ramené une petite touche de plus. Mais bon, là, on est vraiment dans... on est vraiment dans la personne qui essaie de trouver des petites choses qui l'ont dérangé, mais ça va pas te déranger. Mais je pense que j'aurais préféré l'avoir lu en papier. Puis je sans doute le refeuilleter encore, là, parce que c'était trop de la haute voltige. Une plume de haute voltige et en même temps tellement tranchante. Je ne sais pas comment l'exprimer. Bon, j'en reviendrai pas là-dessus quand même. Alors voilà où j'en suis dans mes lectures. Alors, je vais vous revenir dès que je peux cette semaine avec des nouvelles de mon parcours livresque. Je vous dis à bientôt! Alors, bien le bonsoir pour un petit coucou point lecture. Alors, finalement, j'ai pas mal dévoré dans mes déplacements aujourd'hui la version savoureuse et audio de The Old Man and the Sea. C'est en français de Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer. Ça doit être ça. Et puis, c'est lu par Donald Sutherland, donc c'était tout à fait approprié. Au début, je n'étais pas trop sûre comment il s'était enligné pour son interprétation, mais finalement, après ça, c'est dès qu'on arrivait vraiment un petit peu plus dans à partir de après le premier tiers, dans le fond, on est un peu plus dans l'action, entre guillemets. Puis là, ça donnait vraiment vie au personnage, donc c'est super intéressant. Alors, bien contente de l'avoir découvert. C'est pour ceux qui ne sauraient pas trop, je ne sais pas comment décrire ça, mais en gros, dans cette histoire-là, de façon premier niveau, on va suivre un pêcheur très âgé qui est très, dans le fond, comme un jeune ami, dans le fond, je pense que c'est rendu un adolescent dans l'histoire, qui le suit depuis toujours puis qui l'a aidé pour pêcher et tout ça. Mais par contre, le pêcheur se fait vieux puis il est comme pas chanceux, il n'arrive pas à attraper vraiment beaucoup de poissons. Donc, la famille du jeune garçon dit, écoute, arrête de pêcher avec ce pêcheur-là parce que t'es pas chanceux, puis il faut absolument que tu rapportes des poissons et tout ça, parce que, bon, évidemment, c'est pour faire vivre les siens. Et on va suivre, dans le fond, sa relation avec le pêcheur, puis le fait qu'il est obligé d'annoncer qu'il va aller pêcher sur un autre bateau. Et puis, bon, le pêcheur est très âgé et tout ça, puis il décide, le pêcheur, d'aller en mer pour pêcher comme d'habitude en se disant, je vais briser, dans le fond, mon espèce de mauvais sort. Et il va aller très loin, dans le fond, sur la mer et il va finir par rencontrer un poisson absolument géant. Là. Il dit que c'est un marlin, fait que je pense que c'est marlin en français, ça se traduit pas vraiment. Ça a l'air d'être un poisson des eaux chaudes, parce que ça se passe à Cuba, c'est ce que je peux comprendre. Et il va rencontrer ce poisson-là et il va se mettre en quête pour essayer de l'attraper. C'est vraiment un poisson qui est surdimensionné. C'est un vieil homme, il n'y a pas nécessairement d'assistant avec lui, il n'y a pas tout l'équipement nécessairement. Puis la chasse va durer plus de 24 heures. Et voilà. Donc, j'en dis pas plus. Bien sûr, au-delà de ça, est-ce qu'il va avoir attrapé le poisson ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Il est quand même dans les eaux
vivent où il y a toutes sortes de prédateurs autres que nécessairement les poissons. On va vraiment suivre, dans le fond, l'espèce de monologue intérieur du personnage principal. Le pêcheur s'appelle Santiago, puis le jeune homme, je pense que c'est Manoline. Puis, on va le suivre parce que dans le fond, il va faire des réflexions sur la vie, sur la vieillesse, je pense, le sentiment peut-être de ne plus être en mesure de pouvoir contribuer dans la société, la solitude, en quelque part un peu, pas l'orgueil mal placé, mais un petit peu un côté de je vais réussir, même si je pense que j'y arriverai pas, je vais réussir. C'est super bien fait. On va alterner avec son monologue intérieur, puis évidemment les actions qu'il va devoir prendre pour essayer d'attraper le fameux poisson. La perception des autres aussi par rapport à ça. La chute est quand même, en tout cas, je la trouve très triste, là, mais c'est pas pour nécessairement, ça vend rien, parce qu'en fait, tout est possible dans ces fins-là. C'est un peu c'est une fin ouverte, ouais. C'est une fin ouverte. Donc, moi, on dirait que j'en déduis quelque chose d'un petit peu triste, mais peut-être que c'est pas tout le monde qui déduit ça. J'ai beaucoup aimé la plume d'Hemingway. Je pense que je suis contente de l'avoir lu en audio. Je crois que comme c'est un monologue intérieur, ça fait vraiment vivre le tout un petit peu plus. Puis c'est surtout qu'avec le style, quand même, je crois que ça aurait été un petit peu lourd peut-être tout au long là, de le lire plutôt que de l'entendre. Mais en même temps, c'est très accessible comme plume, puis c'est vraiment une petite plaquette. Là. Je disais que ça faisait 110 pages, mais en fait, je pense qu'il y a une introduction de 10 pages à ce livre-là, 110 dans cette édition-là. Ça commence à la page, ouais, comme 13-14, donc c'est vraiment moins de 100 pages. Alors, ben écoutez, je suis bien contente de l'avoir lu. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas. Non, je crois pas, mais c'est une excellente lecture. Puis je suis bien contente d'avoir découvert cette plume-là. Si jamais vous avez la chance de l'écouter en audio, pourquoi pas. Puis, ben, évidemment, comme c'est moins de 200 pages, je vais également l'inclure dans un petit peu mon intention de participer au fameux Février Tapal de Alex Bouquet-Prada. Donc, second livre du challenge, alors qu'on est déjà juste le 1er février. Parce que je vous rappelle que j'ai décidé que c'était le 1er février, heure de l'Europe. Donc, j'ai déjà inclus ma lecture d'hier dedans. Voilà. Ensuite, étant donné que j'étais en déplacement puis que c'est un livre vraiment court en audio, j'ai fallu que je me choisisse quelque chose puis j'ai essayé d'en trouver, j'ai pas été vraiment satisfaite. Et finalement, j'ai décidé d'écouter un autre livre que je vais finalement mettre dans mon Cold Winter Challenge. C'est ma toute fraîche édition de The Hound of the Baskervilles de Sir Arthur Conan Doyle. Donc, le fameux Sherlock Holmes qui n'était pas, dans le fond, sous forme de courte nouvelle d'enquête, mais vraiment plus un format roman. Je l'ai lu, Le Chien des Baskervilles, je l'ai lu vraiment en français. Si j'arrive à retrouver l'image de l'édition que j'ai lue quand j'étais jeune, je vais vous la mettre. C'était chez Gallimard, il me semble, Folio, mais les anciennes versions, ou Flammarion, je me souviens plus, mais je vais vous la mettre. J'étais vraiment pas vieille quand j'ai lu ça, je vais avoir comme 10 ans. Donc pour moi, ça s'inscrit vraiment dans la première catégorie Yule, dont je me souviens pas du nom de la catégorie, mais je vais vous la mettre ici, et qui dit que c'est une lecture d'enfance, un livre que vous avez aimé enfant, ou alors ça pouvait être aussi, moi j'avais décidé de mettre peut-être voyons, Tilly and the Book Wanderers, les Pages and Co de Anna James, en me disant que c'est un livre que j'aurais pu aimer si j'avais été enfant. Mais ça, c'est vraiment un livre que j'ai adoré quand j'étais enfant. J'ai lu comme 2-3 fois, alors que c'était vraiment inquiétant. Puis j'ai pas relu depuis. Donc, pourquoi pas? Puis là, ben, en plus, je l'écoute en audio, donc c'est vraiment intéressant. Je vais voir si je me souviens quand même de plusieurs pistes, là, mais je vais voir si je me souviens bien de tout. Puis, ben, donc, ça sera une relecture pour s'inscrire dans ce challenge-là, mais je suis bien contente quand même de le relire parce que j'ai aucune idée comment je vais le percevoir maintenant que l'enfance est vraiment derrière moi. Donc, ben voilà. C'est un livre quand même qui fait 225 pages, cette édition-là. Ouais, 225 pages. Donc, je vais voir, je le mets déjà dans le Cold Winter Challenge. Est-ce que je vais lui trouver une place en février tapal? Peut-être. C'est moins de 200, mais
ça va aller. Alors, on verra bien, mais je l'écoute en auto aussi. Et la lecture et le narrateur est vraiment excellent. Donc, si je suis capable de vous mettre la vignette, je la mettrai ici également. Alors, voilà où j'en suis dans mes lectures. J'ai encore des déplacements à faire demain, quand même pas mal. Puis vendredi également. Donc, à mon avis, je me sens que c'était comme un 6 heures. À mon avis, je vais l'avoir terminé d'ici vendredi. Puis après ça, je verrai ce que je lis. Mais bon, voilà. Je pensais pas me lire un policier cette semaine. Mais là, c'est comme un policier soft là, d'enfance pour les tout petits. J'essaie de me justifier. Mais j'ai quand même lu différentes choses depuis le début de la semaine là, qui étaient quand même un petit peu plus en dehors de ma zone habituelle. Donc, ben, voilà, je vais me faire un petit quelque chose de réconfortant là, avec mon fameux The Hound of the Baskerville. J'adore vraiment la couverture. Il est trop épeurant. Alors voilà. Mais écoutez, je vais vous revenir dès que je peux, mais je vais juste faire un petit coucou comme ça. Puis, ben, à tout bientôt! Eh bien, bonjour! Alors, je fais un petit coucou du soir avec ce savoureux éclairage plus ou moins adapté pour vous faire un petit retour lecture sur ma troisième lecture audio de la semaine qui est également une troisième lecture pour le fameux défi février Tapal d'Alex Bouquet-Notre-Dame. Et c'est la relecture de The Hound of the Baskervilles de Sir Arthur Conan Doyle, que j'avais lu quand j'étais enfant et que j'ai relu en langue originale, en version originale en fait, pour la première fois depuis vraiment, je crois, mon adolescence. Alors, que dire, que dire? J'ai beaucoup apprécié. C'est sûr que par contre, je me souvenais quand même vraiment de plusieurs des tenants aboutissants de l'histoire. Donc, c'est sûr que j'ai eu un petit peu moins de surprise. Cela dit, je crois que pour quelqu'un qui n'a pas encore lu cette histoire-là, a envie vraiment d'un bon Sherlock Holmes, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, on va retrouver le duo de Sherlock Holmes et Dr. Watson dans cette intrigue-là qui nous amène plutôt en province et non pas à Londres, alors qu'un héritier d'un grand domaine hésite à aller habiter dans ce domaine-là parce qu'il semble avoir une malédiction qui pèse sur sa famille, qui fait en sorte que chacun des héritiers meurt dans le fond, meurt de peur en raison d'un méchant chien qui hante la lande. Donc, en gros, c'est ça la légende. Et dans le fond, Holmes va être interpellé pour essayer de voir si le nouvel héritier est en danger en allant s'installer dans le domaine dont il a hérité.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette intrigue-là va être menée pour une fois par Watson, entre guillemets. Donc, concrètement, sur le terrain, c'est Watson qui va être envoyé là parce que Holmes dit qu'il ne peut pas vraiment partir de Londres et tout ça. Donc, ça va être les yeux et les oreilles de Sherlock Holmes. Donc, on va encore être un peu dans la dynamique Hastings-Poirot, mais dans le sens où ça va être que Watson va être les yeux de Holmes, même si Watson ne fait pas nécessairement les déductions que le cerveau hyper performant de Holmes va faire. Mais c'est super intéressant parce que justement, on va avoir différents points de vue. On n'a pas nécessairement le point de vue avec l'esprit très acéré de Holmes. On a vraiment le point de vue très terre à terre du docteur Watson qui va prendre en note des choses, qui va faire des déductions. Puis nous, en tant que lecteur, quand on lit ces déductions, on est comme, ouais, quand même, ça fait du sens, c'est bon, c'est bon. Mais on se doute quand même qu'on va se faire rattraper visiblement par 11 à la fin, mais c'est vraiment intéressant. Donc, on est au cœur de l'action, puis pour une fois, on est sur le terrain. Puis c'est quand même une longue histoire comparée. Ce ne sont pas comme les petites... dans le fond, c'est souvent des short stories là, pour les autres aventures de Sherlock Holmes. Celle-ci, elle fait en version originale, comme je vous disais, là, 223 pages dans mon édition. Donc, elle est sur la limite supérieure pour le février tapal, mais j'ai décidé que c'était ça. En fait, je viens juste de l'acquérir et il est déjà sorti de ma palle. Donc, quand même, hein, sympathique. Mais voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. La seule raison pour laquelle j'ai pas nécessairement un coup de cœur ou un engouement, c'est parce que je connaissais déjà l'histoire. De toute façon, j'aurais pas eu un coup de cœur, mais je pense quand même que c'est un des super bons Sherlock Holmes, bien développé, une intrigue qui amène le lecteur dans différentes directions, puis qui multiplie les points de vue, ce qui est super intéressant parce qu'on va justement approfondir un peu les personnages qu'on connaît pourtant bien, le duo Holmes-Watson. Donc, c'est toujours intéressant un peu quand peut-être celui qui est le plus connu est un peu dans l'ombre pour laisser la place à l'autre personnage qui a aussi sa valeur. Donc, voilà, très bonne lecture pour The Hound of the Baskervilles. Et bon, ben écoutez, la fin de semaine est arrivée, puis comme vous pouvez le voir, on est samedi soir. J'ai fait beaucoup de choses dans la journée. J'ai pas vraiment eu le temps de lire. J'ai pas commencé un nouveau livre. Je vais quand même, ça me tenterait bien d'en lire peut-être un ou deux demain, mais ce serait peut-être plus des graphiques. J'avais emprunté une adaptation moderne de Anne la maison Pignon Vert par, je ne sais plus c'est quoi l'auteur, mais je vais vous mettre la vignette. Puis j'avais également emprunté un livre qui est en ce moment en liste pour plusieurs prix, qui est un roman graphique, je crois que ça s'appelle Docs. Je vais vous mettre aussi la vignette qui est là. Donc, c'est peut-être ces deux-là, j'aurais envie de les lire, je les ai en numérique. Puis, c'était deux adaptations qui m'intéressaient beaucoup. Sinon, je suis passée à la bibliothèque et je suis allée chercher un livre que j'ai eu envie de lire parce que j'écoute à rebours, oui, oui, les vlogs du café et des livres. Et que j'aime bien. Et puis, ben, dans le fond, je suis un peu en train de reprendre son année 2022 parce que je l'ai juste connue tardivement. Et lorsqu'elle était lectrice Charleston, comme plusieurs autres personnes que je suis, elle a lu ce livre-là, donc 8 battements d'ailes de Laura Trompette. C'était édité chez Charleston et ça me tentait bien. Je vais la quatrième de couverture. C'est Elles sont 8. Parmi elles, une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison-Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare. Et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se joindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Donc, évidemment, 24 avril 2020, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, on est quand même dans la période COVID, donc je suis quand même bien... je suis bien intriguée à savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce livre-là. Puis je l'ai emprunté à la Bible, puis je réalise en fait que, dans le fond, le personnel a mis un coup de cœur. Donc en plus, j'imagine que ça a été lu et apprécié par plusieurs personnes. Alors, il y avait celui que j'ai emprunté, que j'avais peut-être envie de lire. C'est quand même un opus d'une 300 de pages. Donc, ouais, 315 pages environ. Je vais voir, est-ce que je le commencerai demain ou peut-être que je pourrais le commencer demain puis le commencer lundi, je ne sais pas. Sinon, j'avais peut-être envie pour faire prendre un autre livre pour faire un février tapal. J'avais envie de lire un livre que je n'en pas depuis beaucoup trop longtemps parce que ça fait longtemps que je voulais lire en plus, aucune excuse. C'est le fameux Créature primordiale de Tacet Trepiatis Tesgel. C'est une autrice qui a été connue entre autres pour... Moi, j'avais lu son Mère Grand qui est très touchant, qui est sur la relation grand-mère-petite-fille.
d'une personne en fin de vie avec des difficultés, en fait, une perte cognitive. Et également, son super carnet de voyage qui s'appelle Les Platanes d'Istanbul, lorsque l'autrice a été amenée à visiter, en fait, Istanbul pendant 1 an ou 2 ans avec son amoureux. Et puis, comment elle, dans le fond, elle était comme un peu une immigrante temporaire. Mais quand on arrive à un endroit où on ne parle pas la langue, comment on peut s'adapter, puis c'est vraiment intéressant, elle va faire des rencontres humaines excellentes. Dans celui-là, en fait, je crois que oui, dans le fond, je pense que c'est un petit peu encore, ben pas un carnet de voyage, mais je crois qu'on parle encore de l'autrice et de son amoureux, mais ça dit une, une femme et un homme reçoivent par la poste des mandats qu'ils doivent remplir chacun de leur côté et qui les mèneront d'Istanbul à Toronto, de l'estuaire de la Corne d'Or à la rivière Kobechenunk. Ces commandes leur feront rencontrer les créatures primordiales qui les guideront dans leur recherche de vérité. À Istanbul, l'homme-livre doit notamment rassembler 7000 ouvrages sur les classes sociales turques. À Toronto, la famille Bou doit mettre au monde un rejeton à l'âme millénaire, dans des douleurs elles aussi millénaires. Sur leur route, les protagonistes croiseront Devrim, l'enfant pousseur de Chaillot, une bibliothèque vivante, la reine des six, la mort de la forêt. Alliant avec gravité les sensibilités méditerranéennes et boréales, la voix de Tacet Refiatis Tesgel possède des accents littéraires uniques. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé, comme je vous dis, ce que j'avais lu, sa plume. Puis celui-là, ça me tente très bien parce que c'est encore un petit peu... je crois que ça va encore être basé sur l'humain. Donc, j'aimerais bien, comme je vous dis, me le faire. C'est un livre qui fait 150 pages, mais quand même avec une... quand même assez dense. Donc, je vais voir. Donc, il y avait celui-là aussi qui pourrait me tenter. Bien sûr, on ne sait pas ce qui va arriver de demain, donc on verra bien ce que la journée me réservera. Sinon, ben c'est ça. Dans le fond, je vais aussi voir comment je peux faire parce que, dans le fond, la semaine prochaine, je vais avoir un grand changement dans mon quotidien puisque je vais changer de milieu de travail. Donc, ça sera quand même une semaine qui va nécessairement être plus demandante au niveau de tout, au niveau de l'intellect, de l'apprentissage, de l'émotif, de tout ça. Et puis donc, je ne sais pas à quoi va ressembler nécessairement ma semaine prochaine. Donc, j'aurais quand même aimé ça, être en mode pas de pression en fin de semaine. On fait des choses qui nous plaisent pour essayer de faire un petit peu bien provision d'énergie pour être toute prête à arriver dans un nouveau milieu de boulot. Donc, ben voilà, de toute façon, je vais vous revenir, vous le savez bien, je suis comme ça. Et puis, ben, vous avez vu aussi avant qu'aujourd'hui, j'ai fait une petite sortie. Je suis retournée à ma fameuse librairie adorée à Lac-Brome. Et en fait, c'est Knowlton. Mais Lac-Brome, c'est la municipalité fusionnée à Knowlton. Mais j'ai vu plusieurs livres, mais j'ai été sage, puis j'en ai pas acheté parce que, bon, techniquement, dans le défi de l'ex-bouquin Prada, il y a également un effort de non-achat, si on veut traduire le no-buy, un effort de non-achat de livres. Puis en fait, c'est juste parce que de toute façon, j'ai tellement fait d'excès avec mes Miss Marple au mois de janvier, puis c'est pas habituellement, c'est pas dans les habitudes, puis de toute façon, je vais retourner au quotidien en bibliothèque, vraiment sur le terrain. Donc, je vais être entourée de livres. Donc, ça ne sert à rien que j'achète d'autres livres. Mais j'ai quand même feuilleté des livres, des choses qui m'ont tenté. Puis bon, je les ai pris en note dans ma tête et dans mon cœur, mais je ne les ai pas acquis. C'est quand même une chouette visite. Donc, ben voilà, vous aurez eu des petites images quand même pour vous donner presque l'envie. Presque comme si vous aviez été avec moi dans la poche. Alors voilà, ben écoutez, je vais revenir dès que je peux, de toute façon, comme vous le savez bien. Et puis, ben, on se dit donc à tout de suite. Hey, bonjour! Alors, on va se revoir une dernière petite fois avant que je fasse la clôture de ce vlog. Et nous sommes en direct du lundi matin puisque désormais mon horaire a changé. Et bon, la fin de semaine était un petit peu occupée, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de temps de vous prendre. Par contre, j'ai fait une dernière lecture hier et c'est vraiment un coup de cœur. Alors, c'est le fameux Les Petits Monarques de Jonathan Case. Ça a été publié chez Dupuis. Je l'avais emprunté à la Bibli. Puis je pense que je vais vous relire la 4e de couverture. Bon, je sais pas si les gars vont me laisser... Décoration, ouais. Donc, je vais vous relire la 4e de couverture parce que ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, puis je pense que c'est important d'avoir une bonne mise en contexte. Donc, États-Unis, année 2101. L'humanité est au bord de l'extinction totale.
Seuls quelques milliers d'individus, terrés sous la surface, ont survécu à la catastrophe climatique qui a provoqué la maladie du soleil et décimé les mammifères du globe. Elle vit 10 ans, et sa gardienne Flora, une biologiste, suivent la migration des papillons monarques dans l'Ouest américain pour recueillir leurs précieuses écailles, seul remède efficace pour contrer les effets dévastateurs des rayons de l'astre lumineux. Parviendront-elles à fabriquer le sérum qui sauvera le reste de la population avant qu'il ne soit trop tard? Donc, c'est une bonne mise en contexte. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la fameuse maladie du soleil dont il parle, c'est comme si le soleil était passé dans d'autres types de phases de rayonnement et à un moment donné, d'un jour à l'autre, il s'est mis à avoir des rayonnements différents qui ont déréglé complètement tous les systèmes électriques sur Terre. Donc, autant les systèmes humains que, je veux dire, les machines que l'humain, puisque le cœur, quand même, il y a de l'électricité là-dedans. Et tous les gens qui se sont exposés au soleil sont morts en fait de problèmes cardiaques. Donc, c'est juste pour vous dire, là, dans le fond, c'était pas nécessairement un problème de peau ou une pandémie, c'est juste que c'est une réaction au changement d'électricité du soleil, ce qui fait que les gens qui ont voulu survivre ont dû se terrer sous la surface et sortir seulement la nuit pour éviter le rayonnement dans le fond, du soleil pour ne pas avoir de problème cardiaque. Et puis, on va suivre, dans le fond, on va apprendre à découvrir les deux personnages principaux, donc Elvie et Flora. Et puis, bon, évidemment, au début, je pensais que c'était une mère et sa fille, mais finalement, non, comme vous pouvez voir, c'est que Flora travaillait comme biologiste avec les parents d'Elvie, qui sont partis à un moment donné pour essayer de trouver une solution au Mexique, là où il y a beaucoup de papillons monarques. Et on les a jamais revus. Donc, c'est Flora qui est devenue comme un peu la gardienne d'Elvie. Et ça fait des années que c'est comme ça. En fait, ils ont réussi à faire un médicament qui les aide à tenir 36 heures au rayonnement du soleil. Donc, c'est Flora qui a déterminé ça. Mais c'est 36 heures, puis ça a une durée de conservation limitée. C'est pour ça qu'ils disent, est-ce qu'on va arriver à le faire avant qu'il soit trop tard? C'est-à-dire avant que, dans le fond, les médicaments arrêtent de faire effet ou qu'il n'y ait plus de monarque et tout ça. Puis, bien évidemment, qui dit post-apocalyptique dit danger potentiel. Il y a des gens qui ne sont pas toujours bienveillants dans cette situation-là. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est assez chargé. C'est un coup de cœur pour moi, mais j'ai pas mis comme 5 étoiles sur 5 parce que j'ai vraiment pas aimé le visuel. J'en avais montré quelques planches, mais c'est très... on dirait que c'est comme une première fois. Je sais pas trop, ça a comme été... C'est peut-être le trait... Et puis comment ça a été colorié. Puis c'est sûr qu'il y a des moments où c'est très chargé parce qu'il essaie de faire avancer l'histoire. Donc, en fait, on va suivre le journal d'Elvie, qui est la petite fille de 10 ans, qui va nous mettre en contexte. En même temps, c'est une bonne stratégie littéraire, mais qui va nous mettre en contexte et en même temps nous donner un peu plus d'informations sur la réalité. Mais comme vous pouvez voir, des fois, c'est vraiment chargé. Puis j'aime ça, puis je suis capable de le faire. C'est juste que ça, c'est peut-être un petit bémol que j'ai eu, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, non seulement il va avoir cette espèce de mission-là que les deux femmes vont avoir à faire, ils vont également éventuellement rencontrer des gens sur leur chemin. Et le lecteur, tout au long de ce périple-là, va ne pas trop savoir est-ce que ces gens-là sont, dans le fond, bienveillants ou pas. Et puis... dans le fond, désolée, vous allez entendre mon horloge. Et puis, dans le fond, on va les suivre au courant de tout ça. Donc, autant leur quête pour survivre, donc faire le médicament, essayer de se rendre au Mexique, et les rencontres qu'elles vont faire. Les deux personnages principaux, Elvie et Flora, sont très bien composés, très bien construits. Elles vont rencontrer d'autres personnages. Au début, je les ai comme un peu confondus, mais après ça, j'ai un petit peu plus compris. Ils sont un petit peu plus... archétypaux, les personnages qu'elle va rencontrer, puis on peut peut-être un petit peu plus sentir éventuellement qu'est-ce qui va se passer, mais il y a quand même beaucoup de revirements de situation. On est vraiment dans l'action, on ressent beaucoup l'urgence, c'est excellent. C'est en plus, sans compter que c'est un opus qui est en un one-shot, donc il n'y a pas de suite. C'est sûr que c'était normal qu'il y ait besoin de mettre autant de mise en contexte, donc beaucoup de parties journal explicatives dans le fond du point de vue d'Elvie. Et il y a une chute finale dont je ne vous parlerai pas pour ne pas vous divulgacher, mais qui est vraiment intéressante. Donc, c'est vraiment, là, c'est un roman graphique de dystopie. Ça se passe en 2100, c'est pas si loin d'ici. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait se passer. On n'est pas dans l'hyper-technologie. Oui, à un moment donné, on rencontre des robots qui sont autosuffisants pour réparer les routes, mais c'est pas vraiment ça qui est au centre de l'histoire. Donc, j'ai adoré ça. Je suis vraiment contente de l'avoir osé. De l'avoir osé en français parce que j'aimais pas la couverture en anglais. C'est un peu drôle, mais bon, c'est pas grave. La traduction, ça se déroule très bien. Il n'y a pas d'argot, il n'y a pas rien de particulier. On perd pas. Comme la science-fiction, comme je vous disais souvent, c'est moins problématique parce qu'on est dans des situations où il y a des personnages concrets, mais on n'est pas tant dans le quotidien, donc il y a moins de chances d'avoir des petites expressions idiomatiques qu'on ne comprend pas trop, des référents qu'on ne comprend pas trop ou qu'on trouve un petit peu inappropriés dans le contexte. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Alors, si jamais vous avez la chance de le lire, en fait, je pense que c'est vraiment un incontournable. Si le visuel ne vous plaît pas tout à fait,
puis que vous trouvez ça un peu chargé, accrochez-vous parce que ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part, wow, c'est vraiment une super surprise. Je suis complètement encore sous le charme et sous le choc de cette lecture-là. Donc, ça a fait une belle clôture de ma semaine de lecture. Vous avez vu que cette semaine, j'ai fait, dans le fond, des livres audio particulièrement. Puis, je voulais m'assurer d'avoir quand même une autre lecture. Puis, je me suis dit, je vais la commencer pour au moins vous en donner plus. Puis, je me suis laissée prendre au jeu totalement. Tellement contente de l'avoir lu. Là, je ne peux pas m'empêcher de comme le feuilleter encore parce que je trouve ça vraiment excellent. Mais comme je vous dis, on est vraiment plus dans le talent de l'auteur d'avoir créé cet univers-là, ces personnages-là, cette intrigue-là, comment c'est mené, comment le rythme est là, comment il va jouer avec la vigilance du lecteur. Puis comme je vous dis, peut-être que le point un petit peu moins fort, c'est peut-être le visuel, parce que je pense que c'est lui qui fait tout, donc peut-être qu'il y avait peut-être un petit peu moins de... ou c'est son style, puis moi, ça me parle pas du tout. Oui, texte et illustration de Jonathan Case. Donc, bon, ça va. Mais bref, super bon coup de cœur, super bonne lecture. Je vous invite à vous faire plaisir et à la découvrir. Alors, sur ce sera la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Il est un peu plus court cette semaine, le vlog, mais comme vous avez pu, j'ai pu vous en parler, en fait, je suis en mode transition vers un autre rythme de vie parce que je vais changer de milieu de travail. Donc, c'est certain que cette semaine, ça a été la semaine où j'ai dû boucler la boucle à un endroit, me préparer à entrer dans un nouveau rythme. Donc, j'avais un petit peu moins, on dirait, j'avais besoin de juste... J'avais pas nécessairement besoin d'être dans un autre univers ou de me sauver, j'avais pas vraiment la disponibilité mentale pour ça. Fait que j'ai décidé juste de me laisser porter puis d'y aller avec les plaisirs. Mais je suis bien heureuse quand même de vous présenter 4 lectures. Et puis ben voilà. Si jamais vous avez envie, vous avez vu que je vous ai fait une petite vidéo surprise également dimanche dernier qui a été faite, qui était la pièce à lire du fameux Février Tapal d'Alex Bouquet-Notre-Dame. Alors, ça intéresse, allez-y, vous pouvez peut-être que des livres là-dedans que vous avez aussi qui dorment dans votre palle puis que ça va vous donner envie de les découvrir. Alors, sur ce, si ça vous a plu comme petit parcours littéraire, ben, comme d'habitude, je vous invite cordialement à mettre un petit pouce pour le soutien. Si vous désirez vous abonner, bien, à ce moment-là, vous allez être toujours averti, évidemment, s'il y a des carnets de lecture hebdo et les fameuses vidéos surprises. Puis, ben, écoutez, l'important, c'est simplement de garder le plaisir de lire au menu. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, on se dit à la prochaine!